Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. Marie-Xavière Vauquier, bonjour. Bonjour Sylvain. Marie-Xavière, ingénieure de formation qui est tombée dans le monde de la mobilité il y a une quinzaine d'années, avec des passages chez un opérateur de transport, une start-up et une association vélo notamment. L'occasion de se forger un regard sur les questions de mobilité, mais aussi de s'engager. Et c'est de ça dont j'avais envie de parler aujourd'hui, puisqu'en 2015, tu as cofondé Femmes en Mouvement. Tu pourras nous expliquer ça, une association qui agit, alors là je mets des guillemets, pour les femmes dans la mobilité, mais aussi pour la mobilité des femmes. Donc c'est deux sujets importants, et importants pas que pour les femmes, que je voulais évoquer aujourd'hui. Alors, à quel besoin devait répondre cette association à l'époque de sa création en 2015 ? Pourquoi est-ce que tu as participé à la création de cette association Femmes en Mouvement ? Alors, pour Femmes en Mouvement, en fait, je suis vraiment à l'initiative de ça. Ça a commencé par un post rageur sur LinkedIn parce que à l'époque, j'étais consultante indépendante et ça faisait la 12e conférence où j'allais sur les transports et la mobilité, où il y avait que des hommes ou alors juste une femme pour parler de mobilité. Et en fait, j'avais travaillé chez Keolis et chez Keolis, on avait un super directeur de la communication qui avait monté un événement qui s'appelait Keolis au féminin pour rassembler les quelques femmes de l'entreprise. On n'était pas très nombreuses. Et je pense que c'est à ce moment-là que ça a éveillé en fait mon côté féministe. Et quand arrivé à la 12e conférence, j'ai dit mais il y en a ras-le-bol de ces conférences où il y a que des hommes. En plus, des fois, ils sont pas très intéressants. Donc, si c'est ça, moi, je vais faire une conférence où il y aura que des femmes. Et comme j'ai posté ça sur LinkedIn, il y a quelques personnes, alors, dont plusieurs que je ne connaissais pas du tout, qui ont vu passer le post et qui m'ont dit si tu y vas, on va avec toi. Et donc, c'est comme ça qu'avec 3 francs 6 sous, on a monté cette conférence alors qui a eu lieu du coup le 15 septembre, qui a rassemblé 26 intervenantes et une centaine de participants. À la fondation Mozilla qui nous avait prêté gentiment les lieux. Il y a une graphiste étudiante que je connaissais qui m'avait fait un logo et on a fait cette conférence. Et à l'issue de cette conférence, comme on s'est dit que c'était hyper intéressant, avec les quelques chevilles ouvrières, on a décidé de se monter en association. On a cherché un nom, on est tombé sur Femmes en Mouvement et là, il y a quelques femmes plus âgées que nous qui nous ont appelées en disant « Ah, mais c'est hyper sympa, les filles, vous relancez Femmes en Mouvement. » Donc, on a dit « On relance, mais on relance quoi ?» Et elles ont dit « Nous, dans les années 90, on avait aussi lancé en fait un Femmes en Mouvement. Sauf que dans les années 90, faut imaginer que, il n'y avait pas tellement les mails et tout. Donc, si vous vouliez faire des événements, il fallait envoyer des trucs par la poste. Enfin, il fallait des moyens, il fallait du temps, il fallait plein de trucs. Et donc, ça n'avait pas abouti. Et donc, voilà, c'est comme ça que Femmes en Mouvement est rené... Femmes en Mouvement et tel le phénix est revenu à la vie 20 ans plus tard. Là, il faudra couper. D'accord, non. D'accord, donc on est dès le début sur cette question de visibilité. Exactement. Le début, vraiment, c'est de dire, moi, mon point de vue, c'est de dire, en fait, dans toutes ces entreprises, il y a des femmes hyper intéressantes, avec des belles carrières, des beaux profils. Elles ont des choses à dire et simplement, les organisateurs de conférences vont au plus rapide et contactent ceux qu'ils connaissent. Et du coup, c'est toujours les mêmes, en fait. C'est toujours les mêmes avec les mêmes discours et on n'a pas cette vision. Et alors, j'avoue qu'à l'époque, j'avais pas du tout intégré qu'il y avait une mobilité genrée et que ma mobilité à moi en tant que femme était une mobilité qui n'était pas celle de mon mari, par exemple. Ça, j'avais pas du tout intégré. Alors, on va y venir, mais je voudrais qu'on passe quelques minutes quand même sur cette question des femmes dans la mobilité, puisqu'on vient de parler là de la question de la visibilité dans les conférences. Alors ça, c'est pas le quotidien, c'est l'événement, etc., sur lequel vous travaillez pour donner de la place, rendre visible. Alors, sans doute pas que par des réunions dites non mixtes. Les hommes sont les bienvenus chez Femmes en Mouvement. Ils peuvent adhérer et il y en a entre 10 et 15%. Mais à bien chaque sûr. événement.
Mais aussi simplement dire que ça existe, hein, qu'on a des expertes qui peuvent prendre la parole et qui le font pour le coup très bien. Quels sont les sujets aujourd'hui sur la présence des femmes dans les organisations, dans les entreprises qui organisent, qui structurent la mobilité en France? C'est quoi les sujets pour elles qui font que vous travaillez pour le coup à donner alors de la visibilité, mais aussi à donner envie aux femmes de s'engager dans ces entreprises et dans ces métiers? Alors, moi je dirais qu'il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet en fait sur le harcèlement dans les transports. Ça, c'est un sujet moi j'ai travaillé 4 ans chez Keolis entre 2006 et 2010. C'était un sujet qui était totalement sous les radars, c'est-à-dire que personne n'en parlait. À une réunion qui avait été organisée par Elisabeth Borne quelques temps après la création de Femmes en Mouvement, il y a quelqu'un qui est au LIS, le directeur de la sécurité, qui a enfin, avoué, pas avoué, mais qui a dit, bah oui, non, moi quand je suis arrivée, c'était pas du tout un sujet en fait. Et or, c'est un sujet qui concerne énormément de femmes. Moi-même, je me suis fait, j'ai assisté à une conduite absolument inacceptable de la part d'un homme dans un TGV, événement que je m'étais bien empressée d'oublier parce que assez traumatisant. Et je pense qu'aujourd'hui, le monsieur en question ne s'en tirerait pas à si bon compte, parce qu'à l'époque, j'ai juste rien fait en fait. Et donc ça, il y a ce premier sujet-là qui est un sujet qui est quand même hyper important pour les opérateurs de mobilité, parce que les femmes, c'est 52% de la population, donc ça veut dire la moitié de leur clientèle. Et maintenant que la parole se libère, les opérateurs sont obligés d'avoir des actions pour lutter contre ces fameux frotteurs du métro, mais aussi ces personnes qui vont, vous suivre, descendre du bus en même temps que vous suivre jusque chez vous, etc. Enfin, il y a un sujet qui est connu. Il y a un autre sujet, il y a un sujet de recrutement aussi, parce que, par exemple, l'autre jour, on avait un entretien avec une fédération de transport de voyageurs. Les femmes sont de très bons éléments. Elles conduisent bien. Elles ont moins de conduite à risque. Alors, quand j'étais chez Keolis, ce qu'on disait, c'est qu'elles avaient plus d'accidents, mais c'est des accidents plus petits. C'est-à-dire, c'est un rétro, etc., mais pas des gros faits générateurs. Enfin, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés, quoi. Enfin, c'est des petites choses. Et aujourd'hui, alors ça a changé un peu, mais les opérateurs ont beaucoup de mal à capter les femmes, en fait, au moment où elles vont faire leur choix de carrière. C'est-à-dire que jusqu'à il n'y a pas longtemps, un jeune ne pouvait pas être conducteur de transport d'autocar, par exemple. Il devait attendre 21 ans. Donc, les garçons, ils allaient faire de la mécanique, d'électricité, un truc comme ça. Puis, à 21 ans, ils passaient leur permis, puis hop, ils pouvaient se mettre à conduire. Les filles, on les avait déjà orientées vers de la puériculture, d'esthétique, ce genre de choses. Et du coup, c'est très dur de les rattraper. Alors, la limite d'âge a baissé il y a très peu de temps, donc on ne peut pas encore voir les effets, mais c'est important de leur dire, les filles, vous pouvez faire en fait ces métiers-là et vous serez bonnes. Vous aurez un bon contact avec la clientèle, vous allez conduire prudemment, ça va bien se passer, vous allez respecter le matériel. Et donc, ce sont de très bons éléments. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important dans ces entreprises qui sont en tension en termes de ressources. Alors sur cette idée de donner envie, Femmes en Mouvement, l'association, qui a sorti un jeu de cartes récemment, un jeu des 7 familles de la mobilité. Tout à fait. Sur lequel on a des figures féminines, alors pas des figures théoriques. Oui, des vraies figures. Des vraies femmes qui montrent à la fois des parcours de réussite, mais aussi une grande diversité de ces parcours-là. Donc ça c'est vraiment intéressant en termes de projection. Donc vous portez le message au-delà d'un jeu de cartes. Comment vous travaillez sur ce sujet du recrutement, de l'envie, etc. Alors, je vais quand même revenir sur le sujet du jeu de cartes parce que c'est d'abord, c'est un vrai travail d'équipe. Et ensuite, alors, ce jeu de cartes, on l'a conçu parce qu'on voulait on voulait faire une grosse soirée institutionnelle pour les 50 femmes en mouvement, donc l'année dernière, en pleine deuxième et troisième vague Covid, donc ça n'a pas eu lieu. Mais on s'était lancé sur la création de ce jeu qui met en scène donc les 7 familles de la mobilité avec 6 femmes dans chaque famille. Et dans chaque famille, en fait, il y a des métiers qui sont plus ou moins, on va dire, accessibles avec plus ou moins de place.
Si je prends par exemple la famille du transport public, il y a une conductrice de bus, il y a une technicienne de maintenance, il y a une responsable d'exploitation, il y a une directrice de réseau, et puis il y a la PDG de Keolis. Donc, la PDG de Keolis, forcément, il n'y a qu'une seule place à la tête des entreprises, alors que conductrice de bus, il y a plein de places. On a créé, en fait, on a fait ce jeu parce que dans l'idée de cette soirée, ce qu'on veut et ce qu'on veut toujours, on espère bien la faire cet automne. Dans l'idée de cette soirée, c'était que chaque personne adulte qui venait devait venir accompagnée d'une jeune femme entre la 3e et la terminale pour à la fois leur montrer qu'il y avait tous ces métiers, mais aussi leur dire que le réseau, c'est important, parce que les femmes réseautent moins que les hommes. Ça, elles prennent moins de temps en général, c'est des stéréotypes, il y a plein de femmes qui réseautent très bien, j'en suis une illustration, mais on dit toujours que c'est des hommes qui réseautent mieux, et je pense que ça reste vrai. Et donc l'idée c'était que du coup ces jeunes femmes elles rentrent à la maison avec ces 42 cartes et puis alors soit elles jouent ou pas, c'est le jeu de cette famille, vous pouvez jouer avec votre nièce qui a 4 ans à peu près, mais qu'elles regardent et qu'elles se disent tiens, elle travaille, je sais pas, à la sécurité à la SNCF, elle est pilote d'avion, elle fait de la formation pour apprendre à d'autres personnes à conduire des véhicules lourds, etc. Et ce qu'on l'a voulu faire de façon vraiment inclusive, c'est-à-dire que tous les textes de présentation qu'il y a sur les cartes ont été rédigés par la personne qui est sur la carte. Donc, c'est pas nous qui avons mis des mots dans leur bouche, c'est elles qui s'expriment et qui disent en fait ce qui les motive, ce qui les... Voilà. Et donc ça, c'est un super jeu on a fait un crowdfunding qui a très bien marché, donc il en reste quelques-uns. Et puis, on va peut-être faire des éditions spéciales si justement il y a des gens qui veulent en fait pouvoir se servir de ça pour dire tenez, il y a tous ces métiers-là, mais moi, au sein de mon entreprise, moi, j'ai tous ces choses-là. Et d'ailleurs, je recrute, il y a beaucoup de déclinaisons possibles, c'est quelque chose qui est très modulaire. Donc voilà, donc ça, on est vraiment très contente de ça parce que ça a vraiment incarné physiquement ce qu'on fait. C'est-à-dire mettre en valeur les femmes et aussi indiquer que toutes les femmes sont les bienvenues chez Femmes en Mouvement parce qu'une entreprise de transport, que ce soit marchandise ou personne, et quelle que soit la modalité, vous avez besoin de tout le monde pour qu'elle tourne. La PDG toute seule, elle peut rien faire. La conductrice de bus toute seule, elle va pas s'acheter un bus toute seule, donc elle aura pas de boulot. Donc voilà, donc tout le monde a besoin du job et toutes ces familles, il y a beaucoup d'intermodalités, il y a beaucoup d'interconnexions entre les gens qui vont concevoir l'espace public, les gens qui vont voter les lois ou les décrets ou les politiques publiques, etc. Donc voilà. C'est aussi une très bonne illustration de la grande diversité des métiers occupés par des Exactement. femmes ou pas, hein, Voilà. mais finalement d'une espèce d'entrée au sein de ces organisations qui finalement sont peu visibles hein, pour le commun des mortels, sur lequel en effet on voit le chauffeur, mais on voit pas toute la profondeur de l'organisation derrière. Voilà, c'est vrai que vous vous posez rarement la question de savoir tiens, est-ce que le contrôle technique du bus a été fait, dans quel dépôt il est stationné, est-ce que le droit du travail est respecté, c'est une autorité organisatrice de transport qui décide que l'offre ça va être celle-ci ou celle-là, que le prix du ticket c'est celui-ci ou celui-là. Il y a très peu de gens qui se posent la question. Après c'est peut-être normal, mais c'est vrai que c'est une activité que moi je trouve très iceberg, quoi. Il y a un truc qui dépasse le chauffeur ou la conductrice avec son bus et tout le reste, le commun des mortels n'en a aucune idée. Alors, je voudrais quand même qu'on revienne sur cette question, alors peut-être plus au-delà du harcèlement, hein, de ces freins à l'usage du transport et notamment du transport en commun, en commun par les femmes, freins cachés, hein, masqués. En effet, c'était pas un sujet. Il y a beaucoup aujourd'hui d'organisations, de réseaux de transport sur lesquels on a peut-être 10 ou 20 fois plus de réunions sur la sécurité des personnels, ce qui est important, que sur la sécurité de 50% de la clientèle, les femmes. Moi, j'ai fait un travail j'ai encadré un travail d'une étudiante en design sur la question du parcours de nuit, parcours des femmes, des jeunes femmes dans la ville, la nuit, et elle avait fait un relevé des stratégies d'évitement, des différentes stratégies que elle utilisait ou que ses copines utilisaient pour éviter justement les mauvaises rencontres, alors que ce soit dans la rue et notamment, j'étais très impressionné par la densité et l'ingéniosité de ces stratégies-là dans le transport en commun et pas dans le transport en commun banal, hein, un tramway nantais par exemple, etc.
Et de voir notamment que on n'est pas là sur un sujet ponctuel, sur des accidents, mais bien de la régularité, une forme de quotidienneté qui est encaissée de façon extrêmement discrète aussi par les femmes. Donc, oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui? On en est où? Comment est-ce qu'on rend ça visible? Comment est-ce qu'on agit sur ces sujets-là? L'enjeu derrière, c'est évidemment la sécurité immédiate, mais c'est aussi l'incitation à l'usage. On l'a vu aux États-Unis, les taxis Uber ou les trottinettes électriques sont des alternatives au transport en commun, notamment pour les femmes et notamment pour éviter ces agressions ou ce harcèlement. Donc globalement, quand on n'est pas obligé de l'utiliser et qu'on est une femme, dès qu'on a une alternative, on en sort, ce qui est évidemment bon pour personne. Où est-ce qu'on en est? Alors, déjà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, la grosse différence, c'est que déjà, il y a une prise de conscience des opérateurs. Après, c'est un sujet qui n'est pas facile parce que si vous le mettez trop en avant, en fait, vous allez faire un effet repoussoir en créant un sentiment d'insécurité. Et si vous en préoccupez pas, votre clientèle, elle va dire, écoutez, vous êtes sympa les gars, mais il y a quand même des mecs hyper louches qui traînent dans vos véhicules et vous faites rien. Donc ça, c'est un vrai sujet. Il y a plusieurs. Alors, il y a par exemple une application créée par L'Oréal qui s'appelle Stand Up, je crois, sur le harcèlement, alors qui est plus largement en fait dans l'espace public et aussi dans les transports. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez porter plainte. Vous allez être écouté. Il va y avoir des actions qui vont être mises en place. Il y a une vraie réflexion, sur le design, sur l'éclairage, etc. Après, ça met du temps à porter ses fruits, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, aujourd'hui, par exemple, je sais quoi faire si je vois quelqu'un qui se fait embêter dans le bus. Si je vois une fille qui se fait embêter dans le bus, je vais aller la voir et je vais faire semblant de la connaître. Alors, si elle est en train d'être rouée de coups de pied par quelqu'un, même si j'ai pris quelques cours de boxe avant le Covid, je ne serai quand même pas en capacité de la sauver. Donc là, j'appellerai les flics ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, si je vois quelqu'un qui se fait embêter à un stade, voilà, par exemple, le truc, c'est de lui demander l'heure, c'est de casser le tête-à-tête, en fait. C'est-à-dire de s'imposer. En fait, les gens qui agressent les filles, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas des gens très courageux. Donc, à la première anicroche, souvent, il y a 9 chances sur 10 pour qu'ils déguerpissent. Sauf que ça, c'est pas encore suffisamment su. Et du coup, il y a encore des filles, effectivement, qui se font embêter. Sur les stratégies d'évitement, alors, ça, c'est c'est effectivement un vrai sujet. Et c'est aussi un sujet que nous, on a découvert, les femmes en mouvement, vraiment au départ, là, il y a 6 ans. Quand on a commencé à en parler avec les plus jeunes, elles nous ont dit, par exemple, je vais mettre des baskets dans mon sac, comme ça, je pourrais courir. Je vais jamais mettre de robe, je vais jamais mettre de jupe, je vais me changer chez mon copain, ma copine. En arrivant, je vais rester à côté du conducteur ou de la conductrice. Si je monte dans un wagon, je vois qu'il n'y a que des garçons, je vais choisir un autre wagon, je vais carrément laisser passer le train. Et donc, il y a toute une panoplie de... Je garde un casque en faisant semblant d'écouter de la musique, mais j'ai pas de musique dedans. Je m'arrête jamais à l'arrêt, à mon arrêt, de façon à ce qu'on repère pas là où j'habite, etc., etc. Voilà. Ça va assez loin. Je tiens mes clés dans ma main pour qu'il y ait un truc qui dépasse si jamais, comme ça, j'ai quelque chose. J'ai toujours quelques piécettes dans le fond de ma poche, comme ça, si on veut me taxer du pognon, je peux toujours donner quelque chose. Enfin, il y a tout un panel de stratégies qui est complètement, qui est assez dingue. Et en fait, c'est juste pas normal qu'une fille puisse pas sortir sans se dire, tiens, au coin de la rue, il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir me faire ma fête ou je ne sais quoi. Alors, nous-mêmes, les femmes, des fois, on porte aussi un regard sur il y a un truc aussi dont il est très difficile de se départir, c'est non mais cette tenue n'est pas appropriée. Non, en fait non, il n'y a pas de tenue pas appropriée, il y a que des gens qui savent pas respecter les autres personnes. C'est pas mon problème en fait, c'est pas à moi de savoir comment les autres doivent s'habiller, c'est voilà. Et chacune a le droit de se promener dans la tenue qui lui plaît et qui l'arrange. Et il n'y a aucune raison que pour autre. Enfin, c'est pas vas-y, serre-toi, quoi. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui est difficile, quoi. Contre lequel lutter, quoi. Ce truc de elle l'a cherché. Alors, il y a des actions, il y a des stratégies, il y a des réorganisations, les arrêts à la demande sur les bus de nuit, la question de la sécurisation des véhicules, etc., etc. Mais on le voit bien aussi, c'est une logique de mise en débat collective et finalement aussi de réaction collective des uns et des autres.
pour dire ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, et que chacun puisse intervenir. Alors ça, c'est un exemple de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la mobilité est genrée, hein, et c'est aussi un bon exemple à un moment d'un traitement spécifique pour une problématique qui touche les femmes, mais qui quelque part améliore globalement le service, hein, pour chacun, hein, pour tout le monde. C'est-à-dire, si on sécurise pour les femmes, on sécurise pour tout le monde, et on rend aussi le transport collectif plus intéressant pour chacun. Est-ce qu'on peut revenir sur cette question de la mobilité genrée? J'avais envie qu'on parle de vélo aussi, et notamment des pratiques cyclistes des hommes et des femmes qui sont différentes, hein, et sur lequel, enfin, qui sont tellement différentes que, y compris dans les statistiques d'accidentologie, hein, on a des différences extrêmement marquées entre les uns et les autres. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, de nos façons de nous déplacer? Alors, juste pour revenir sur la question des femmes, il y a un truc qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une femme enceinte, c'est une personne à mobilité réduite pendant un temps de sa vie. Donc, en fait, la majeure partie des femmes va expérimenter dans sa vie le moment où elle va avoir 15 kilos de plus focalisés sur l'avant, et dans ces kilos, il y a un bébé auquel elle tient et qui doit arriver en bonne santé, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut s'appuyer, parce que du coup, ça vous fait un panel de gens. Alors, on n'est pas aussi avec une mobilité aussi réduite que des personnes en fauteuil roulant, mais ça, c'est quelque chose qui va faire que, par exemple, certains changements, vous allez les éviter arriver à un certain stade de votre grossesse. Certains changements, je pense au métro parisien, mais il peut y en avoir ailleurs, parce qu'il y a trop d'escaliers. En fait, c'est trop long, c'est trop lourd. Donc, vous allez préférer prendre un autre chemin, parce que du coup, oui, il y a 4 stations de plus, mais c'est 4 stations sur lesquelles je suis assise. Et donc voilà. Donc ça, en fait, il faudrait quelque part travailler vraiment avec les femmes enceintes pour avoir ce panel hyper large de personnes à mobilité réduite. Et elles pourraient vous dire, bah ça c'est bien. Et puis après, vous avez le bébé, etc. Mais bon, le bébé, le papa peut aussi s'en occuper. Donc c'est moins genré comme sujet. Donc ça, c'est un premier sujet. Sur le vélo, en fait, il y a moi, j'ai l'impression qu'on peut ranger les femmes en deux grosses catégories. Vous avez les femmes qui ont osé faire du vélo et qui voient ça comme en fait un élément de liberté, c'est-à-dire que ça va leur permettre de se déplacer plus vite, plus facilement et plus en sécurité, parce qu'elles pourront toujours donner un gros coup de pédale en fait s'il faut distancer quelqu'un. Donc ça, c'est une partie des femmes. Nous, on les appelle les vélodacieuses. Et c'est aussi une opération, on reviendra peut-être après dessus, qu'on a montée il y a 2 ans. 2 ans. Et après, vous avez des femmes qui vont vous dire, mais attendez, l'espace public, c'est déjà tellement dangereux. Il y a déjà tellement de fous. Je me fais déjà tellement klaxonner par des types en scooter, des gens en bagnole, des livreurs, etc., etc. Je vais pas en plus prendre le risque de monter sur un vélo et de me mettre dans un danger encore plus grand. Et voilà, et ça c'est quand même très dommage, quoi, parce que du coup ces femmes-là, elles vont pas apprendre à leurs enfants à faire du vélo, et elles vont quelque part mettre dans la tête des filles que le vélo c'est pas pour moi non plus, quoi. Alors sans compter, il y a 2 choses aussi, c'est que les Raymond, ce qu'on appelle les Raymond dans le vocabulaire cycliste, c'est-à-dire en hommage à Raymond Poulidor, les gens habillés intégralement lycra, c'est des cyclistes qui en général vont très vite, sont pas forcément très, des fois confondent un peu, je sais pas, les bords de Marne avec le rond du bois de Vincennes sur lequel on peut pédaler très très vite. Donc ça aussi, eux font peur en fait, faut l'admettre. Et puis, dans les comportements à risque, on voit beaucoup plus de jeunes gens que de jeunes filles avoir des comportements à risque. Et effectivement, ça se traduit d'une façon totalement contre-intuitive dans la sinistralité. C'est-à-dire que dans les accidents qui mettent en jeu des véhicules lourds type bus ou camion ou benne à ordures et des cyclistes, les femmes vont payer un tribut beaucoup plus lourd, parce qu'en fait, elles vont pas oser se mettre devant. Elles vont pas, s'il n'y a pas de sas vélo, elles vont pas oser se mettre devant, et du coup elles vont être dans l'angle mort, et il peut s'avérer que du coup elles se retrouvent sous les roues du véhicule, et ça va se terminer très mal, comme l'assistante parlementaire là qui avait été tuée devant l'Assemblée nationale il y a quelques années. L'autre jour, dans mon feed LinkedIn, il y a aussi une jeune femme qui disait qu'avec son comment dire, elle s'est trouvée dans l'angle mort, elle n'était pas consciente du danger. Elle a posté une photo du vélo qui était complètement détruit. Et voilà. Alors,
le gouvernement a fait mettre en fait des petits stickers à tout le monde, marqué attention, l'angle mort, machin, mais enfin, les cyclistes, ça les rend fous et c'est concevable. Le truc, c'est que cette question de l'angle mort, si vous n'êtes pas automobiliste, en fait, vous savez pas ce que c'est. C'est très difficile en fait à percevoir cette histoire d'angle mort. En fait, c'est quand vous êtes automobiliste, vous savez que ça existe et du coup, quand vous êtes cycliste, du coup, vous faites attention à ça parce que vous en avez pleinement conscience. Moi, par exemple, j'ai travaillé dans une start-up où il y a un moment, je me suis retrouvée à conduire un petit fourgon qui n'avait pas de rétro. Oui, il faut avoir conduit un camion pour comprendre qu'en fait, on n'y voit rien. Exactement. Voilà. Et donc moi, maintenant, je fais très attention en fait aux gens avec les petites fourgonnettes là qui n'ont pas de rétroviseur central parce que quand vous n'avez pas de rétroviseur central, vous avez une perception de votre environnement arrière qui est totalement différent. Et donc du coup, c'est matériellement, physiquement impossible. Alors, on pourrait obliger tout le monde à mettre des radars de recul, des choses comme ça, des détecteurs de présence. Bon, c'est plus cher, c'est clairement plus cher. Donc, dans un secteur qui est déjà sous une tension économique forte, c'est difficilement entendable. Mais néanmoins, il y a un vrai sujet là-dessus. Alors, c'est un sujet qui est assez révélateur, hein, parce que ce soit, pour chacun, pour tout le monde, ça démontre bien qu'à un moment, avoir des véhicules lourds et des vélos extrêmement légers et fragiles sur la même infrastructure, ça pose problème. On retrouve aussi de façon assez fréquente la problématique des ronds-points là-dessus, qui sont pas des infrastructures urbaines et qui là montrent que ça permet pas de faire cohabiter ces deux types d'engins extrêmement différents sur la même voirie. L'autre élément que ça marque, c'est qu'en effet là-dessus on a bien des statistiques qui sont genrées avec donc des comportements des uns et des autres extrêmement différents. Les chiffres sont extrêmement marquants. C'est pas une anecdote. L'essentiel de la mortalité à vélo, qui est liée à l'angle mort, est féminine, de façon vraiment massive. Ça veut dire aussi qu'il y a des comportements qui permettent de l'éviter et qui sont a priori pas des comportements de respect de la règle, exactement, ou de forme de politesse. Donc là, on est bien sur une forme d'impasse, ou en tout cas un vrai révélateur à un moment que on arrive au bout de l'entonnoir et tout ça coince, et il va bien falloir penser les choses un poil différemment. Alors là-dessus, c'est aussi intéressant parce que ce soit pour un bus, un tramway, pour ces questions de sécurité, pour ces questions d'accidentologie, etc., on voit bien que finalement faire bien pour les femmes, c'est faire bien pour tout le monde. On sort quelque part de cette question de la mobilité ou de l'espace public pour tous à l'espace public pour chacun, c'est-à-dire non pas adapté à l'humain moyen qui globalement est plutôt un homme, qui a plutôt 40 ans, qui est plutôt en bonne santé, qui est plutôt blanc et plutôt CSP+, au fait de répondre aux besoins spécifiques de chacun, et donc notamment des femmes, et que tout ça améliore le système pour chacun aussi. C'est-à-dire l'accessibilité pour, comme tu le disais, pour une femme enceinte. En tout cas, son regard permet aussi de designer des espaces publics ou des modes de transport qui finalement sont aussi plus adaptés à des enfants, à des personnes malvoyantes, etc., etc. Donc là, on a beaucoup de champs d'évolution. On voit bien qu'il y a un changement de regard qui est vraiment intéressant. Il y a aussi ce changement de perspective. À un moment, sortir aussi de l'outil de mobilité moyen. Moi, j'appelle ça le syndrome du couteau suisse, c'est-à-dire c'est la rue qui fait tout, et donc elle fait tout mal pour un moment faire des choix. On fait plaisir à tout le monde, on fait plaisir à personne en général. Exactement. Et donc ça marche pour personne. Alors certes, c'est une cycliste qui est sous les roues du camion, mais le chauffeur n'est certainement pas ravi non plus. Il est même traumatisé parce qu'on ne fait pas ce métier-là pour écraser des gens, quoi. Donc, Et d'ailleurs, on a ces témoignages-là. Moi, je les ai eus de montée en stress des conducteurs de bus notamment. Oui. Ou de tramway, qui est lié aussi à la montée en charge des infrastructures vélo, avec l'émergence des trottinettes, où on est sur d'autres profils de pratique, des vélos assistance électrique, etc. On a à la fois plus de monde et des gens qui sont moins... Et d'ailleurs, il faut avoir en tête que, par exemple, les vélos-écoles, j'ai travaillé à la Fédération des usagers de la bicyclette l'année dernière, pendant 18 mois. Et donc, il y a tout un réseau de vélos-écoles de 170 vélos-écoles, je pense, sur toute la France. Donc, c'est pas du tout assez. Ça fait 2 par département. Mais en fait, ce sont des infrastructures qui sont fréquentées pour le public adulte, essentiellement par des femmes, parce que les femmes se disent, en fait, je ne sais pas faire et donc je vais prendre un cours pour qu'on m'apprenne à faire. Alors que les garçons vont se dire, c'est bon, il suffit de faire du vélo, allez hop, j'y vais.
et je me jette dans le truc. Du coup, et ça va faire pour autant, mais pas voilà. Et surtout, le vélo électrique, c'est un vélo qui vous emmène, en fait. Donc, du coup, il faut être, comment dire, prendre quelques cours quand on n'est pas un cycliste aguerri, c'est juste de la prudence élémentaire, en fait. Mais les femmes ont plus de facilité à reconnaître qu'elles ont besoin d'accompagnement, là où les hommes vont, alors c'est toujours du stéréotype, il y a des hommes qui viennent effectivement, mais en général, les hommes vont dire non mais c'est bon, je sais faire, je vais y arriver, quoi. Voilà, je faisais du vélo quand j'étais petit, je vais y arriver, quoi. Donc voilà, mais cette question-là, elle est vraiment, comment dire, elle est vraiment intéressante. Et d'ailleurs, on a des demandes aussi au niveau de Femmes en Mouvement pour aider à faire venir des femmes dans les métiers de la livraison à vélo, parce que il n'y a pas assez, dans l'imaginaire collectif, un livreur à vélo, c'est un livreur, c'est un homme. Alors, il y a des études là qui ont été faites par Sisté. En fait, c'est un homme, souvent pour le coup noir. Dans une situation, comment dire, pas forcément en régularité avec l'État français sur tout ce qui est permis de séjour, etc. Mais donc, du coup, il y a un vrai, il y a aucune capacité de projection. Vous pouvez pas demander à une jeune fille de se dire, tiens, je vais faire ça, en fait. Dans notre jeu des 7 familles, on a une bruxelloise qui s'appelle Baptistine. Elle est la seule, à sa connaissance, livreuse à vélo à Bruxelles. En tout cas, quand on avait fait le jeu et l'interview qu'on avait mis sur le site de crowdfunding. La seule. Bon, donc c'est bien, on a une belle marge de progrès sur tous ces sujets. C'est quoi la prochaine étape pour Femmes en Mouvement ? Alors, Femmes en Mouvement, on est vraiment à un moment assez crucial de notre développement parce qu'on a, en fait, pour la première fois, on a des moyens. Avant, on faisait beaucoup de choses avec des bouts de ficelle, et donc là, on a des moyens, donc on a aussi beaucoup plus d'ambition. Donc aujourd'hui, notre format habituel, c'est un apéro une fois par mois autour d'une femme de la mobilité. Alors des femmes qui ont des parcours assez exceptionnels, type au mois de janvier dernier, c'était la responsable de la flotte de bus de Montréal, donc c'est quand même quelque chose comme 3000 bus. On a eu une ancienne commissaire européenne, on a eu la présidente de RATP-Dev, etc. Et là, en fait, on a testé au mois de mai un format pilote qui est de faire parler 4 femmes qui sont sur 4 métiers différents. Donc, il y avait une aiguilleuse, il y avait la responsable d'une agence de transport de marchandises, une femme qui travaillait pour un arbre. Enfin, bon, bref. Et pour présenter et ça, en fait, on fait ces webinaires en partenariat avec une association qui s'appelle Révèle, qui travaille en fait auprès des jeunes filles dans ce qu'on va appeler les quartiers de politique prioritaire de la ville. L'idée, c'est de leur dire, les filles, ces métiers existent et vous pouvez les faire. Et donc ça, en fait, on voudrait faire faire sponsoriser ces événements et du coup les axer plus sur certaines thématiques. L'idée de ce sponsoring, c'est pas pour qu'on gagne de l'argent, mais c'est pour qu'on fasse des formats qui soient mieux montés, plus jolis, plus agréables, que du coup ils soient utilisables sur la durée, qu'on puisse les regarder en replay et avec un habillage en fait un peu plus pro, parce que nous on tient vraiment à ce que toutes les femmes viennent travailler là-dedans. Ok, écoute, on mettra tous les liens qui vont bien, notamment sur le jeu, etc., et sur ces événements-là, dans les commentaires du podcast. Est-ce que on va pas arrêter Ah oui, on a un dernier projet. Projet. On a une adhérente qui voudrait qu'on travaille sur la mobilité des seniors, des femmes seniors, en disant, en fait, les femmes passées un certain âge, elles disparaissent. En fait, on les retrouve plus. Elles sont perdues pour la cause. Et je trouve que ça peut être très triste, mais elles ont encore plus peur, elles sont encore plus fragiles, elles ont encore plus besoin d'attention. Et elles sont très nombreuses, parce que les femmes vivent longtemps. Et c'est encore un de ces sujets révélateurs pour les autres, c'est-à-dire à partir du moment où elles sont dans la rue, tout le monde peut l'être. Oui, non, c'est un excellent sujet. Alors on va pas conclure évidemment, on prolongera la discussion plus tard et on suivra évidemment tout ça. Est-ce que tu aurais un conseil de lecture par exemple ou un film ou autre pour prolonger la discussion et la réflexion pour les auditeurs? Alors, moi, mon conseil de lecture, s'il n'y en a qu'un seul à donner, c'est Invisible Woman de Carolina Criado Pérez. Donc, en fait, c'est le travail d'une Anglaise. Ça a été traduit en français. Ça s'appelle Femme invisible, je crois.
et elle pointe du doigt plein de secteurs sur lesquels c'est designé par des hommes pour des hommes. Et je vais terminer par un exemple qui, je pense, est le plus révélateur, c'est qu'en France, dans les pays développés en général, les femmes meurent beaucoup plus de crises cardiaques que les hommes parce que la crise cardiaque chez une femme n'a pas les mêmes symptômes, n'a pas le même diagnostic en fait que chez un homme. On n'a pas mal dans le bras, en fait, c'est d'autres choses. Et aujourd'hui, en fait, et je pense que je connais 2 personnes qui sont décédées comme ça. Quand une femme fait une crise cardiaque, les médecins ont beaucoup de mal à la reconnaître parce qu'on leur apprend en fait la crise cardiaque chez un homme. Et on leur dit pas, on va vous apprendre la crise cardiaque chez un homme. On va leur dire, on vous apprend les symptômes de la crise cardiaque. Mais comme on regarde pas du côté des femmes, du coup, en fait, quand elles en ont une, elles meurent, quoi. Et ça, et je me souviens quand j'ai dit ça à mon mari, il m'a dit n'importe quoi. Et je lui dis, si, en fait, c'est ça. Et c'est ça en 2020 et c'est complètement dingue. Mais c'est toujours ça. Ou même 2021 d'ailleurs. Donc, approche à lire. Encore un exemple. On mettra la référence, notamment en français, dans les commentaires. Marie-Xavière, merci beaucoup pour cet échange. Puis on ne manquera pas de suivre la suite des aventures de Femmes en Mouvement. À bientôt. Voilà. À bientôt. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur dixit.net/newsletter et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.